mars 2016, 30 mars 2017, un an durant lequel la République centrafricaine se donne les moyens de redevenir une nation. L'accession au pouvoir du président Faustin-Archange Touadéra, à la suite d'un processus électoral démocratique, consacre la volonté du peuple centrafricain de sortir de cette crise dévastatrice dans laquelle elle s'embourbe. Nous sommes des ministres éboueurs. Nous sommes des ministres éboueurs à ce titre que l'État s'est affaissé. Et donc nous sommes arrivés à un moment où l'État n'existait plus. Il fallait, avec la pugnacité, avec abnégation, avec l'amour de la patrie, travailler ardemment pour essayer de reconstruire et de rebâtir une nouvelle République centrafricaine sur des fondements solides. La première pierre de ces fondements est la sécurité. Mais aux yeux des populations meurtries par ces 4 dernières années de crise, la sécurité est l'unique indicateur qui détermine le sens de l'évolution de la santé du pays. Conscient des attentes de son peuple, le président Faustin-Archange Touadéra définit la sécurité comme la priorité des priorités. Aux questions des journalistes sur ses satisfactions et frustrations au terme de cette première année de gouvernance, le professeur Faustin-Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, répond que l'insécurité est l'essentiel de sa frustration, car beaucoup de compatriotes continuent de perdre la vie du fait des groupes armés. Et par contre, chaque pas gagné pour la sécurité, selon lui, encourage sa détermination à ramener la paix dans tout le pays. L'armée centrafricaine est sous embargo. Elle ne peut s'équiper en armes et matériel de défense pour le moment. La présence massive de la MINUSCA, la force militaire onusienne pour le règlement du conflit en Centrafrique, garantit l'existence de l'État, mais ne peut se substituer à ses forces de défense. Il appartient au président de la République et à son gouvernement d'initier une approche sans l'exercice de la force pour amener la paix dans tout le pays. Le plan d'action sécuritaire de cette première année s'articule donc autour des points suivants: la réorganisation des forces de sécurité et de défense, le dialogue avec les chefs des groupes armés Seleka et Anti-Balaka, les plaidoyers auprès des institutions internationales pour la réhabilitation effective des forces armées centrafricaines et enfin les actions en faveur de la cohésion sociale auprès de la population. Pour pouvoir apporter des réponses qui soient des réponses durables, nous travaillons énormément sur la refonte en profondeur des forces de sécurité intérieure. Et donc pour ce faire, il était important de se doter d'un document référentiel. Nous l'avons. C'est le plan de redressement des forces de sécurité intérieure qui a été validé au dernier ressort dans le cadre du comité stratégique présidé par le président de la République. Aujourd'hui, nous nous sommes dotés d'un projet de loi qui porte sur la politique nationale de sécurité que nous allons présenter devant l'Assemblée nationale. Donc au niveau conceptuel, voilà un tout petit peu le travail qui s'est fait. Il faut quand même aussi relever que nous avons retrouvé des forces qui étaient quasiment désorganisées, qui étaient en sous-effectif et vieillissantes de surcroît. Nous avons énormément travaillé à redonner confiance à ces forces-là, à créer les conditions de leur réorganisation, à redéfinir les priorités en fonction des zones criminogènes qui se dessinaient. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les réalités sécuritaires varient. Nous avions hier le kilomètre 5 qui était considéré comme une zone criminogène de très haute importance. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même, puisque la plupart des leaders qui étaient à la tête de ce qu'on appelle aujourd'hui les groupes d'autodéfense et qui étaient à l'origine de la plupart des exactions qui s'y commettaient, aujourd'hui ne sont plus. Donc voilà un tout petit peu les raisons de l'accalmie dans cette zone-là. Il est évident que la République centrafricaine, ce n'est pas Bangui, et nous sommes en charge de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Donc nous tenons quand même à dire qu'aujourd'hui, nous avons, avec l'appui de la MINUSCA, pu aujourd'hui
projeté dans la localité de Bambari 90 hommes, une centaine de forces de sécurité intérieure, pour marquer la présence de l'État dans cette zone qui ces derniers temps a été en proie à des violences. Et donc de tous les échos qui nous parviennent, il se fait un travail titanesque. La ville de Bambari et quelques autres localités de l'arrière-pays sont les théâtres du déploiement des forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Ces missions de projection réalisées en parfaite collaboration avec la MINUSCA ont pour objectif de faire baisser la pression que les groupes armés exercent sur les populations. L'autre volet de la réorganisation concerne les forces armées centrafricaines. La reconstruction des forces de défense nationales sous la surveillance exacerbée de la communauté internationale doit répondre à la nécessité d'une armée républicaine au service de la nation. Le UTM, la mission de l'Union européenne chargée de la formation de l'armée centrafricaine, la troisième du genre en terre africaine après la Somalie en 2010 et le Mali en 2013, veut bâtir une force de défense moderne et efficace. Une armée capable de répondre aux besoins de défense du pays sous un contrôle démocratique. Cette mission, actuellement sous le commandement du général de brigade belge M. Herman Ruiz, commence par la formation de l'encadrement militaire. 40 officiers et sous-officiers, des commandants de peloton et de compagnie suivent un programme destiné à produire des formateurs locaux. La formation se poursuit au rythme de 170 soldats par compagnie sur 14 semaines afin de composer les 2 ou 3 bataillons prévus par Bruxelles. La mission de l'EUTM compte fournir au bout de 2 ans 2000 soldats aptes au combat à la République centrafricaine. Des militaires ayant appris les fondamentaux de leur métier, c'est-à-dire le combat, le tir, l'aguerrissement et le secourisme. Mais en attendant la mise en place de cette armée, le président de la République, M. Faustin Archange Touadéra, doit utiliser le dialogue pour amener la paix dans son pays. Il dispose d'un outil, le DDR, qui consiste à la démobilisation, le désarmement, la réinsertion et la réintégration des groupes armés sous haute surveillance de la communauté internationale. Le dit outil est un programme estimé à 45 millions de dollars, destiné à terme à un ensemble de 7000 combattants, dont 1500 enfants soldats. Ce type de programme, ayant déjà connu des échecs cuisants lors des précédentes crises, ne doit pas servir à l'enrichissement des rebelles au risque d'augmenter leur prédominance contre les forces d'autorité de l'État dans le pays. Le président de la République et son gouvernement qui aujourd'hui réussissent enfin à réunir l'ensemble des forces rebelles autour d'une même table veulent orienter l'exécution du DDR vers une pacification réelle du pays. Mais ce préalable reste un exercice d'autant plus délicat tant que l'État centrafricain s'avère en position de faiblesse en sa capacité de défense nationale. Le ministre de l'Intérieur, M. Jean-Serge Bokassa, nous expose ici la cartographie de l'insécurité dans le pays. La cartographie de l'insécurité porte sur l'ouest et le nord-ouest, où nous avons un groupe qui se fait appeler 3R, conduit par un certain Siliki. Ce sont des activités militaro-criminelles, finalement, sur fond commercial. Aujourd'hui, c'est le cartel du bœuf, c'est le cartel du bétail, qui est à l'origine de tout cela. Derrière toutes ces activités, cet activisme militaire ou mercenaire, il n'y a que des intérêts pécuniaires, des intérêts financiers. Et donc nous avons le nord-ouest, où écume le groupe de Siliki, et il y a également le FDPC de Miskine qui se trouve aussi dans cette même région. Vous avez, en redescendant un peu plus toujours dans le nord, mais en redescendant légèrement vers le centre, vous avez le MPC, d'un certain Al-Khatim, qui essaye, qui hante ce secteur-là, qui est associé au RJ de M. Armel Sayo. Donc ce sont eux qui, dans le cadre d'ailleurs d'une alliance, écument cette partie du territoire-là. Nous avons le plein centre avec Bambari, centre-est, où nous voyons les groupes aujourd'hui, d'une part de l'UPC,
qui écument donc ce centre, centre-est, l'UPC donc du fameux Ali Darras. Et nous avons en face aujourd'hui ce qu'on appelle la coalition CNDS, qui est en fait une alliance entre plusieurs groupes, tels que le FPRC, le MPC et j'en passe, qui eux donc sont beaucoup plus dans le nord, le Grand Nord, et tous éventuellement essaient de s'étendre un peu du côté de l'Est. Quand on dessine la cartographie des groupes militaro-politiques ou militaro-criminels, on se rend bien compte qu'il y a quand même un espace quand même assez important qui est occupé par ces groupes armés. Fort de ce constat sans phare, le président Faustin-Archange Touadéra lance une campagne de plaidoyer auprès des partenaires internationaux pour augmenter la capacité de défense des FACA, deuxième préalable à la réussite du programme DDR. Lors de sa dernière mission au siège des Nations Unies à New York, il soutient que la communauté internationale doit veiller, dans l'optique d'une pacification durable du pays, à lever l'embargo portant sur l'équipement en armes et matériel de défense de l'armée, à accélérer le rythme de la formation des soldats centrafricains, quitte à augmenter le nombre des formateurs de l'EUTM, a incité la MINUSCA à utiliser le dispositif du chapitre 7 de sa mission qui stipule l'usage de la force en cas de besoin dès lors que les populations se trouvent sous la pression des groupes armés. Et pour finir, il demande à la communauté internationale de garder encore la République centrafricaine sous ses radars, car la résolution de la crise n'est qu'à ses débuts. En fermant les sites, on travaille dans le cadre de la réconciliation et on crée la cohésion sociale. Parce que tant que les gens vont rester sur les sites des déplacés, il n'y aura pas de pardon. Les gens sont là-bas parce qu'ils ont fui, parce qu'ils ont fui l'insécurité, parce qu'on les a obligés à quitter leur domicile. Allez demander aux gens qui sont sur un site depuis 3 ans dans la souffrance à pardonner, ils pardonneront jamais. C'est en regagnant leur maison, c'est en désarmant le cœur qu'ils pourront ensuite pardonner. Vous dire, bon, bah oui, j'ai souffert, maintenant je suis là, c'est une nouvelle vie, alors je peux pardonner. La cohésion sociale est, selon le gouvernement, le facteur déterminant de la résolution de la crise centrafricaine. Il faut le rappeler, c'est l'appropriation du conflit par les populations sur des divergences religieuses qui a embrasé le pays. Aujourd'hui, l'objectif est de bien définir les causes du conflit afin de bien engager un programme de réconciliation nationale. Les populations doivent prendre conscience de leur destin afin de construire ensemble le devenir de leur pays, la République centrafricaine. Le retour des déplacés, l'amélioration de l'accueil et le rétablissement des conditions de sécurité chez eux concourent à faciliter cette cohésion. Les institutions judiciaires traiteront en profondeur les violences et souffrances subies une fois le renforcement de la capacité des tribunaux nationaux. Le président Faustin-Archange Touadéra encourage ses compatriotes à plus de tolérance les uns vis-à-vis des autres. Il les incite à cultiver le vivre ensemble à travers des rencontres intercommunautaires et des événements culturels et sportifs. Toute initiative rendant goût au sentiment d'appartenir à la même nation est la bienvenue. Riche en événements au profit des femmes, le mois de mars 2017 est clôturé par la première dame, Madame Brigitte Touadéra, qui organise un déjeuner lors duquel elle exhorte ses sœurs, filles et femmes à plus d'action. En notre qualité d'éducatrice de la société et actrice de développement, nous, femmes de Centrafrique, sommes doublement interpellées. Nous devons incarner les valeurs de paix dans nos familles, des artisans inlassables de la construction de la paix dans nos communautés, car la paix est une condition fondamentale à tout développement. A contrario, sans la paix, toute volonté de développement est vouée à l'échec.
Je demeure convaincue que si la paix avait un visage humain, elle ressemblerait beaucoup plus à celui d'une femme. Je sais qu'unis et solidaires, nous réussirons ensemble à relever le défi et à faire bouger les lignes. Je vous exhorte, je dirais mieux, je nous exhorte à regarder dans la même direction et je lance un appel pressant pour qu'ensemble, nous développions un leadership féminin centrafricain pour la reconstruction et la cohésion nationale. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est un peu difficile pour nous. La radio nationale ne couvre pas toute l'étendue du territoire. La télévision nationale ne couvre pas toute l'étendue du territoire. L'objectif est d'arriver d'ici la fin de l'année 2017 à couvrir le plus de territoires possible, pour ne pas dire tout le territoire national, pour porter l'information au public, pour porter l'information à la population, pour dire ce que fait le président de la République, ce que fait le gouvernement pour améliorer les conditions de vie du citoyen. Les rumeurs, la désinformation va beaucoup plus vite que la réalité des choses. Et pour venir démentir une rumeur, il faut faire du travail. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que notre population, nous le savons, est grandement analphabète, si bien qu'elle est très accessible à la désinformation, aux rumeurs. Donc il nous faut faire un travail de pédagogie, d'éducation populaire pour expliquer la politique du chef de l'État. C'est ce travail-là que nous mettons en œuvre et des médias comme le vôtre nous aideront à expliquer plus massivement la politique que mène le président de la République et son gouvernement. Le gouvernement désire accentuer sa communication. Ce besoin répond à l'impérative nécessité de transmettre aux populations des informations sur les efforts de sortie de crise. À l'ampleur du chantier de reconstruction du pays, les personnes qui n'observent pas de changement à leur porte ne doivent pas cependant douter des avancées obtenues. Le Premier ministre, M. Simplice Mathieu Sarandji, ainsi que chacun des membres de son équipe, s'attelle à informer les populations sur les avancées de cette première année. Le gouvernement, par cet exercice, veut rendre compte directement aux populations de la gestion des affaires qu'elles lui ont confiées. À l'occasion de ce premier anniversaire, tous les ministres doivent courir les différents médias afin de se rapprocher le plus possible des populations. Rendre compte, selon le président de la République, répond aussi à la nécessité de transparence vis-à-vis de la communauté internationale et des différents partenaires qui aident à la reconstruction de la RCA. Rendre compte, enfin, pour divulguer au fur et à mesure les nouvelles décisions prises pour la bonne marche du pays, comme le dit M. Jean-Christophe Nginza, ministre du Secrétariat général du gouvernement. Depuis que nous avons eu la charge de ce département, il y a eu une avancée très significative. Souvenez-vous, lors du premier conseil des ministres, son Excellence, le professeur Faustin Ankange Touadéra, nous a instruit de rendre automatiquement le compte rendu des grandes décisions du Conseil des ministres. Alors, à notre actif, nous avons mis en application cette instruction présidentielle où systématiquement, hebdomadairement, après la tenue des conseils des ministres, nous rendions compte au peuple centrafricain pour permettre à nos concitoyens d'avoir une certaine lisibilité dans l'action gouvernementale.
Cet acte solennel annonce la mise en place des institutions de l'État centrafricain tel que prévoit l'article 155 de la Constitution de mars 2016. L'installation de toutes les institutions de la République avant le délai du 30 mars 2017 est une réussite que le gouvernement inscrit dans sa volonté de bâtir solidement les fondements démocratiques du pays. Après l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle et la Haute Cour de justice, le président Faustin-Archange Touadéra procède lors de cette cérémonie à la mise en place du Conseil économique et social, du Conseil national de la médiation, du Haut Conseil de la communication et de la Haute Autorité chargée de la bonne gouvernance. Ces institutions auxquelles vous appartenez désormais découlent de la volonté du peuple centrafricain, exprimée lors du référendum constitutionnel de 2015, d'opérer un changement de paradigme dans la gouvernance démocratique de notre pays. Elles doivent donc être le creuset d'une véritable démocratie en République centrafricaine. Mesdames et messieurs, il me plaît de dire qu'avec l'installation de toutes les institutions républicaines, nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire politique et institutionnelle. Ces hommes et femmes désignés selon différents processus électifs ou nommés selon les dispositifs prévus par la Constitution en fonction de leurs compétences et de leur probité ont désormais la charge d'accompagner le pouvoir exécutif vers la renaissance du pays. Monsieur Ginza, maître d'œuvre de ce challenge tenu, formule ses vœux pour le bon fonctionnement des institutions. Le souhait, c'est que la République centrafricaine redevienne la République centrafricaine comme tous les États qui prennent sa place dans le concert des nations. Aujourd'hui, l'orientation du chef de l'État, c'est que la République centrafricaine tourne la page sombre de son histoire et que nous amorcions définitivement ce processus démocratique. Donc une nouvelle page de la République, elle est écrite aujourd'hui avec la mise en place de ces institutions qui va être opérationnelle, qui va être comme aussi un organe de correction, pour voir ce qui s'est passé, voir le dysfonctionnement du passé, afin de les corriger et aussi ouvrir une certaine nouvelle perspective, dirais-je, pour que la République centrafricaine retrouve sa sérénité et retrouve sa dignité comme l'a prévu dans notre devise. Nous avons un service de la dette qui est tellement élevé que nous ne pouvons en aucune manière aujourd'hui nous endetter encore de nouveau. Il est formellement proscrit pour nous d'aller vers, si vous voulez, un autre endettement. Le pays est confronté qu'à des défis et tout est prioritaire parce que les indicateurs dans tous les secteurs étaient au rouge. Alors donc, il était urgent que parmi ces priorités, que nous faisons des priorités. Alors donc, avec tous les sectoriels, les compétences nationales, appuyées par les compétences internationales mises à disposition par nos partenaires internationaux, nous avons donc mis en place un processus d'élaboration de ce plan de relèvement qui devrait nous permettre de poser des actes visibles. Le plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique est le document qui contient les besoins les plus urgents identifiés par le gouvernement et ses partenaires internationaux. Il est le socle du plaidoyer que le professeur Faustin-Archange Touadéra doit défendre à la table ronde de Bruxelles dans le but de lever des fonds auprès de la communauté internationale pour amorcer la sortie de crise dans son pays. En plus de l'élaboration de ce plan, le président doit rassembler autour de lui toutes les composantes politiques, civiles et religieuses pour témoigner d'une volonté commune de relèvement de la RCA. Il en appelle à l'union sacrée des forces vives de la nation. Mes chers compatriotes,
Le 17 novembre 2016 se tiendra à Bruxelles, en Belgique, la conférence des bailleurs de fonds et de partenaires de la République centrafricaine. L'objectif recherché par le gouvernement est la mobilisation des ressources nécessaires en vue de financer le relèvement économique du pays. Dans l'intérêt national, j'en appelle à l'union sacrée de toutes les forces vives de la nation, au-delà des considérations partisanes, pour la réussite de cette importante rencontre. La réussite du processus électoral démocratique, l'identification des priorités du pays et l'union sacrée obtenue facilitent les plaidoyers préalables du chef de l'État auprès de ses confrères dont il tient à avoir les soutiens avant de se présenter à Bruxelles. Dès son arrivée à Bruxelles, le président Faustin-Archange Touadéra magnifie l'union sacrée obtenue, notamment lors de cette conférence de presse conjointe avec Madame Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et politiques de sécurité, Monsieur Ian Eliasson, secrétaire général adjoint des Nations Unies, et Monsieur Ian Walliser, vice-président de la Banque mondiale. Nous sommes tous là, les parlementaires, la société civile, la plateforme religieuse, tout le monde est là pour montrer notre engagement. Nous allons nous engager à travers des réformes difficiles, mais nous nous engageons à le faire, à lutter aussi contre différents fléaux, notamment la corruption. Nous nous sommes engagés à travers différents programmes avec le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale, avec nos partenaires, à tenir ce pari. Mais il nous faudrait des moyens. Si on ne nous aide pas en ce moment-là, il y a des risques. Il y a des risques que nous retombions encore dans ces difficultés, puisque le peuple, en votant, en venant massivement voter le référendum, et aussi ses autorités, a l'espoir que, à travers ça, à travers la démocratie, on puisse avoir le relèvement. Le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, M. Smaïl Chergui, s'approprie cet argument pour défendre la RCA devant les bailleurs de fonds autour de la table ronde. Je crois pouvoir refléter le sentiment de tous les participants en renouvelant nos salutations respectueuses au président Faustin-Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, qui par sa présence solennelle avec le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Karim Mecksoua, ainsi que d'autres leaders nationaux représentants du peuple centrafricain, souligne le caractère solidaire et unitaire de la démarche centrafricaine pour cette conférence. Je suis fier de cette volonté d'union et de rassemblement des Centrafricains pour plaider éloquemment la cause de leur pays et de leur peuple. Plus de 80 délégations et institutions internationales répondent à l'invitation du gouvernement centrafricain. Bruxelles est une réussite. Le président Faustin-Archange Touadéra reçoit des annonces au-delà des espérances du plan de relèvement et de consolidation de la paix. 2,268 milliards de dollars, soit 1130 milliards de francs CFA, sont promis à la délégation centrafricaine. Un surplus de 41% qui tient compte des besoins humanitaires non exprimés dans le plan initial chiffré par le gouvernement à hauteur de 1,684 milliards de dollars. Nous sommes arrivés au terme de la conférence internationale en faveur de la République centrafricaine, qui, je suis heureux de le souligner, a tenu toute sa promesse. Permettez-moi d'abord de réitérer les remerciements du gouvernement et du peuple centrafricain, à vous tous, participant à cette conférence sur le financement du plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique,
pour la période de 2017 à 2021. Grâce à vous, notre plan de relèvement va prendre vie et ces objectifs pourront devenir la réalité de la République centrafricaine de demain. Je tiens donc à saluer cet engagement renouvelé et encore accru des partenaires techniques et financiers à nos côtés. Je ne peux m'empêcher de penser aux 5 millions de Centrafricains qui ont les yeux rivés sur Bruxelles et sur notre réunion. Nous allons pouvoir leur dire que les amis de la République centrafricaine sont à leur côté, plus nombreux et plus fidèles que jamais, que leurs besoins ont été compris et leurs espoirs entendus. Je leur lance donc un appel pour qu'ils s'investissent de toutes leurs forces et avec confiance dans la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, de manière à créer les conditions de réussite de la mise en œuvre de ce plan. Je déclare clos les travaux de la conférence internationale sur le financement du plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique. Vive la solidarité internationale, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Les fonds annoncés à Bruxelles vont financer des projets dans les domaines définis par le plan de relèvement et de consolidation de la paix. L'État s'attelle donc à constituer des dossiers et à mettre en place des mécanismes de décaissement selon les engagements pris à Bruxelles. Bruxelles a été un élément phare pour le président Faustin-Archange Touadéra, qui est le principal acteur de la réussite de cette table ronde-là. Alors, nous avons eu des annonces qui avoisinent les 1150 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il est question pour nous d'arriver à mobiliser ces ressources-là en faveur des projets, notamment dans le secteur de la santé, de l'agriculture, dans le secteur de l'éducation et bien d'autres secteurs qui concourent justement à l'amélioration de la vie de nos populations. Nous avons créé aujourd'hui ce qu'on appelle le RCPCA, qui va avoir un cabinet, du moins qui va avoir un bureau permanent, qui aura la charge non seulement de mobiliser, mais bien de capter ces ressources-là. Nous enregistrons aujourd'hui près de 30 projets, même plus déjà de 30 projets, en tout cas en principe bien finalisés. Mais il y a des centaines de projets, des idées de projets qui sont encore là sur la table, mais il faut arriver à bien les ficeler pour pouvoir justement les présenter afin de bénéficier de ces ressources-là. Aujourd'hui, nous travaillons sur la mise en place du secrétariat permanent. Il y a un secrétariat provisoire qui travaille pour préparer le recrutement des compétences et nous avons souhaité que ce soit des Centrafricains qui soient recrutés comme secrétaire permanent de cette structure qui est chargé de mobiliser les ressources qui sont annoncées à Bruxelles, mais sur des projets. L'État centrafricain doit aussi engager des réformes profondes pour satisfaire certains engagements pris à Bruxelles. Il s'agit par exemple de contrôler les dépenses de l'État en maîtrisant la masse salariale, en assainissant le fichier des soldes, notamment le problème des fonctionnaires et militaires fantômes. Un grand chantier sur lequel se lance M. Henri-Marie Dondra, ministre des Finances et du Budget. Nous avons audité les créances, par exemple, au niveau des banques. Un chiffre qui a été avancé, c'était de 45 milliards de francs CFA. Mais grâce à l'audit que nous avons commandité, nous nous retrouvons aujourd'hui à un niveau de 26 milliards à peine. Donc il y a eu une baisse des créances de l'État et nous pensons qu'à travers la baisse de ces créances-là, nous allons essayer de titriser ces créances pour pouvoir permettre aux banques de renflouer leur trésorerie. Nous sommes en train d'auditer aussi la dette sociale, la dette commerciale pour pouvoir trouver les moyens et de régler du moins nos compatriotes qui pendant un certain temps n'ont pas été payés, la nécessité d'accroître les recettes. Nous avons aujourd'hui bancarisé la collecte des recettes tant au niveau de la douane
qu'au niveau des impôts. Nous avons transposé les directives de la CEMAC, qui aujourd'hui s'appliquent à nous. Nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions moderniser tout le système d'information en termes tant au niveau de la douane, au niveau des impôts, qu'au niveau du Trésor. C'est vrai qu'on a quelques petits soucis, mais nous sommes en train de faire en sorte que ces réformes-là puissent nous permettre d'améliorer les recettes de l'État. La population ne peut pas attendre. Donc il y a des actions rapides qui sont déjà mises en œuvre avec certains partenaires sur les fonds annoncés à Bruxelles. Nous avons aussi des aides budgétaires, ça provient également de ces annonces, mais les grosses ressources, il nous faut des projets. Et un secrétariat est en train d'être mis en place parce qu'au fait, c'était la préoccupation des partenaires. Lorsque le plaidoyer était fait par le président de la République, les partenaires ont demandé est-ce que nous avons les capacités d'absorber ces ressources. Or, nous savons que nous sortons d'une crise, nous avons des faiblesses, et il fallait mettre en place, et le président proposait une structure. Et cette structure est en train d'être mise en place avec le concours des partenaires. Mais en attendant, nous avons mis en place un secrétariat provisoire qui travaille déjà. Et nous travaillons aussi avec les partenaires sur des actions rapides. Le redéploiement de l'État sur le fonds FED, qui se fait en ce moment, à Boali, la fois dernière à Bambari, il y a eu des infrastructures qui sont réhabilitées. Un peu partout dans l'arrêt pays, il y a des bâtiments qui sont réhabilités et un dispositif qui est là avec même la MINUSCA pour redéployer donc, les fonctionnaires dans l'arrêt pays. Le gouvernement comprend aussi que le peuple ne peut plus attendre. Tant d'années de frustration, de souffrance et de destruction altèrent forcément toute réserve de patience. Un faisceau d'actions à effet rapide est mis en place. Il concerne la réhabilitation des édifices publics tels que les commissariats, les centres de santé et les établissements scolaires. Le but est de réaliser tout le nécessaire possible pour accompagner et encourager le redéploiement de l'État au fur et à mesure que le pays se pacifie. Bangui est en chantier. Beaucoup de travaux s'y déroulent. Il foisonne dans la capitale la réhabilitation des édifices publics, la reconstruction des œuvres d'art, l'aménagement des voies de circulation et la réfection des voiries urbaines. Monsieur Théodore Jousso, ministre de l'Équipement, des Transports, de l'Aviation civile et du Désenclavement, grand coordonnateur de ces travaux, nous parle des projets en cours. Alors, beaucoup de choses sont en cours. Et comme vous le savez, le président de la République lui-même, professeur Faustin-Archange Touadéra, nous a dit « Je m'engage à reconstruire la République centrafricaine ». Donc en termes de reconstruction, nous avons commencé par mettre les fondements. Et en ce qui concerne particulièrement le département dont j'ai la charge, il s'agissait donc de fournir à nos compatriotes les infrastructures de voirie urbaine pour permettre d'améliorer la mobilité dans la ville de Bangui, permettre à chacun de nos concitoyens de vaquer normalement à ses occupations quotidiennes. Un certain nombre de voiries qui étaient jadis très dégradées ont été identifiées après une évaluation conduite par nos services et nous avons donc engagé les travaux de réhabilitation. Vous avez pu vous rendre compte que l'avenue Gamal Abdel Nasser, qui n'a jamais reçu un entretien conséquent depuis l'indépendance, a été entièrement réhabilitée. La rue qui passe devant l'Institut Pasteur, la rue de l'Industrie, la rue qui passe devant la radio, un certain nombre donc de voiries urbaines dans la ville de Bangui ont été entièrement réhabilitées et revêtues. Deux ordres de travaux sont à distinguer dans ce programme d'amélioration de la mobilité urbaine dans la ville de Bangui. Le premier répond à l'urgence des actions à effet rapide, comme l'explique M. Mathias Manot, directeur général de l'Office national du matériel qui s'occupe de l'exécution des grands travaux publics.
Et le premier chantier que nous avons commencé, c'était par rapport à la fête du 1er décembre. C'était une grande fête. Le chef d'État Faustin Archange Touadéra, pour marquer un peu la sonalité de la fête du 1er décembre, a souhaité que les routes soient réhabilitées, surtout dans la ville de Bangui. Et donc, en commun accord avec le ministre de l'Équipement, nous avons mis en place un programme très rapide qui consiste donc à réhabiliter les villes qui sont donc au niveau du centre de ville de Bangui. Et ces routes, on les a fait très rapidement. On n'avait pas fait ça tout seul. On avait aussi associé l'entreprise déjà parce que les travaux étaient quand même consistants. Et donc nous avons fait ces travaux-là. Et puis, ça a émerveillé toute la population de Bangui. C'est la voie qui nous joint. C'est la voie qui joint un quartier à un autre, une ville à une autre, un pays à un autre. Et je crois que si nous avons une voie qui nous joint à un autre quartier, à une autre ville, nous devons en tout cas protéger cette voie pour qu'elle puisse nous servir infiniment. Des travaux d'infrastructures de grand ordre, construits pour durer dans le temps, viennent améliorer le désenclavement des quartiers de la capitale, tandis qu'à l'intérieur du pays, le programme de connectivité locale lancé par le président bâtisseur parie sur le rapprochement des grandes villes pour résoudre le problème d'isolement d'une partie de ses compatriotes. Plus grande satisfaction consiste donc à engager les travaux sur la route 37. La route 37 qui est appelée aujourd'hui avenue Mbaïkoa, avenue de la Paix et avenue du Rue Roland. Donc c'est la route qui quitte le transformateur de l'Enerca à Gobongo et qui traverse tout le 8e arrondissement, qui arrive avenue Koudoukou. Donc avec l'Office national du matériel et l'entreprise GER, nous sommes donc en train de reconstruire entièrement cette route, qui est une route de désenclavement de la partie nord de Bangui. Ces travaux sont en cours et j'espère que d'ici 2-3 mois, ils seront complètement achevés et donneront à ces quartiers traversés un nouvel éclat parce que nous n'arrêterons pas sur les infrastructures afin d'améliorer la sécurité publique dans ces zones traversées. Nous comptons aussi éclairer avec des lampes solaires. À l'intérieur du pays, nous travaillons aussi avec des partenaires techniques et financiers sur ce que nous appelons les projets de connectivité locale. En quoi cela consiste-t-il ? Il s'agit donc de relier les villes centrafricaines les unes aux autres afin de permettre une meilleure cohésion nationale. Vous savez, la ville de Ndélé et de Birao ont toujours été perçues par nos compatriotes comme coupées de l'ensemble du territoire national, d'autant plus que les barrières physiques existent. En saison de pluie, le pont sur Bamingui est souvent inondé et donc cela renforce le sentiment d'isolement de nos compatriotes qui vivent sur Ndélé. Donc avec la Banque mondiale, nous avons décidé donc de construire la route qui va de Kakabandoro, Ndemete, Mbré, Bamingui jusqu'à Ndélé. Et avec un appui additionnel de l'Agence française de développement, nous partirons de Ndélé jusqu'à Birao. La particularité de ces travaux de connectivité locale, c'est qu'ils engagent des jeunes des villages traversés dans des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'à côté des engins mécanisés qui sont mobilisés pour préparer les couches de fondation, les couches de base et les différents types de revêtements, les jeunes sont aussi engagés sur 3-4 mois pour curer les fossés, réparer les nids de poules et leur permettre donc de développer des activités génératrices de revenus afin de leur donner un peu plus d'autonomie et les couper progressivement de l'influence des groupes armés. Un ensemble de services tels que les moyens de transport public de grande capacité offerts par la société Ben-Afrique ou le renforcement de la sécurité routière complètent cette amélioration souhaitée de la mobilité urbaine.
Dans le domaine du transport aérien, l'évacuation des déplacés internes du camp Poko permet le lancement des plus grands travaux de cette première année du retour à l'ordre constitutionnel de l'État centrafricain. Selon la ferme volonté du chef de l'État, Madame Virginie Baïkwa, ministre des Affaires sociales et de la Réconciliation nationale, réussit la mission de fermer le camp Poko avec la collaboration des déplacés. Nous avons présenté un projet, nous avons échangé et ce projet a été construit à deux. Nous n'avons pas imposé aux déplacés ce retour. Nous avons discuté, nous avons préparé ce retour pendant 6 mois. Mon équipe était pendant 6 mois à Mpoko, à échanger régulièrement avec les déplacés et nous connaissons les besoins. À partir du moment où les besoins étaient identifiés, ça a été facile. Les déplacés ont porté eux-mêmes ce projet de retour. C'est pour ça que nous avons réussi. Ces travaux de sécurisation des installations aéroportuaires doivent satisfaire les directives de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ils comprennent une clôture bétonnée d'un peu moins de 5 km, une partie grillagée de 8 km et de pistes de ronde de 6 mètres de large sur 12 km de long. Le coût de cet investissement est de 4,8 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, j'ai aujourd'hui l'insigne honneur et le plaisir de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie solennelle, de la pose de la première pierre qui lance officiellement les travaux de construction d'un mur de clôture pour la sécurisation des installations de l'aéroport de Bangui-Poko. Cérémonie placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces travaux, financés, comme je l'ai dit, conjointement par des subventions et dons, respectivement de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale et l'Agence française de développement, seront réalisés par 2 groupements d'entreprises. Le premier groupement réunira la société centrafricaine SNCMPA avec l'entreprise SCZP Security. Le deuxième groupement engagera autour de la société Sogea Satom l'entreprise centrafricaine Alizé. Les travaux vont durer 18 mois. Les différentes directions générales du ministère de l'Aviation civile prévoient déjà l'amélioration des services aux usagers ou d'autres projets de construction pour moderniser le site. Nous avions acquis 10 banques d'enregistrement et 2 tapis bagages qu'on appelle communément carrousel. Et quand vous voulez effectuer un déplacement à l'étranger, dès que vous y arrivez, maintenant vous voyez actuellement 5 banques d'enregistrement. Pour combien de nombre de passagers, je ne sais. Alors, vous voyez, ça fait saturation. Et avec les équipements que nous avions acquis, je crois 10, je pense que ça pourrait répondre donc aux exigences de nos partenaires traditionnels que sont les passagers. De l'autre côté, quand vous arrivez, vous voyez en ce moment il n'y a qu'un seul tapis bagage. Et nous avons des périodes de pointe. Prenons le mardi, où il y a au moins 3 vols. Il y a la compagnie Air France qui atterrit, il y a la TAG, il y a également Kenya Airways. Pour ces 3 vols, nous n'avions qu'un seul tapis bagage. Le grand projet consistera aussi à l'allongement de la piste de 2600 mètres à 3200, que je voulais parler de la longueur, et pour la largeur de 45 mètres actuelle à 60 mètres. Et ainsi, l'avion critique actuel qui est le Boeing 747 va être remplacé à un Airbus 380 parce que la vision de l'État centrafricain consiste à
a fait transformer l'aéroport Bangui Poko comme un aéroport de hub de fret. Sur ce site de l'aéroport trône déjà un bâtiment à mi-projet, futur siège de 3 organes du ministère de l'Aviation civile. La SODIAC, la Société d'investissement des infrastructures aéroportuaires, l'ANAC, l'Autorité nationale de l'aviation civile, et enfin la sécurité aéroportuaire vont occuper chacune un niveau de cet immeuble dont la livraison est prévue pour fin 2017. En ce qui concerne le transport par voie d'eau, le ministère s'apprête à livrer les 2 derniers embarcadères de Mongoeta et de Kolongo après celui de Wango. Et en tout, 52 personnes sont gérées. Dans le cadre de travaux de réalisation de débarcadères, il y en a 3. Ici, à Wangola, il y a Mongoeta pour l'instant. Kolongo, il y a une entreprise de la Sarane. Donc, pour l'instant, il marche à travaux. Il avançait bien. Il est plus tard, en 2 mois, il finalisait à travaux. Parce que Haïti, on aime aussi. Alors, on a travaux de collecteur. La chanson, la gâteau rapportée. Les embarcadères ont été construits sur un financement de l'Union européenne dans le cadre d'un projet qui s'appelle Projet d'appui au service d'entretien routier. Donc nous avons un embarcadère à Wango Sao, ensuite il y en a un à Kolongo et un 3e à Eta. Donc ces embarcadères permettent d'accueillir les activités des compatriotes qui ont des baleinières qui naviguent sur le cours d'eau Bangui, mais en amont, c'est-à-dire de Bangui pour aller vers Mobaye Kwango, et leur permet donc d'accoster et d'approvisionner la ville de Bangui en différentes marchandises. Sur le transport par la voie d'eau, nous avons engagé, avec l'aide de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la Banque africaine de développement, de prolonger le corridor 13 qui quitte Pointe-Noire et qui passe par Ruisseau avant d'entrer en territoire centrafricain. Donc le port de Mungumba va être construit. La route qui quitte Mungumba jusqu'à Bangui, c'est-à-dire qui s'appelle la route nationale 6, va être entièrement réhabilitée. Et à partir de là, nous allons contourner la ville de Bangui au niveau de Samba Sakai pour rejoindre le Tchad par le nord, en passant par Bossangwa ou en passant par Buka ou Batangafou. Le gros des travaux est à venir. Le ministre Jousso profite de cette première année pour organiser en profondeur son département afin d'absorber le maximum des projets d'infrastructure. Il se préoccupe aussi des mécanismes de répartition des marchés pour que les acteurs économiques des bâtiments et travaux publics centrafricains bénéficient des retombées de Bruxelles. Avant même qu'on aille à Bruxelles, nous avons déploré un appel d'offres qui avait été lancé par la BAD ici, et qui indiquait un certain nombre de critères d'éligibilité des entreprises. Par exemple, on a demandé un chiffre d'affaires de 5 milliards les 3 dernières années. Alors, 5 milliards les 3 dernières années, dans un pays en crise, cela revient à exclure automatiquement toutes les entreprises centrafricaines. Donc, vous voyez, il faut faire très, très attention, il faut être extrêmement attentif à ce type de clauses qui, en apparence, ce sont des clauses anodines, mais dans la réalité, c'est un système très pernicieux pour exclure justement les entreprises nationales. Le ministère de l'Habitat, du Logement social et de l'Urbanisme prend également part aux nombreux travaux de Bangui. Monsieur Gabi Franqui Lefa, ministre de ce département et homme de terrain, parcourt sans cesse les chantiers qu'il ordonne. Cette visite concerne entre autres la réhabilitation du building qui abrite plusieurs ministères, le nouveau lotissement du quartier Ngaragba, le nouveau quartier de 100 logements sociaux de Sakai et les travaux d'aménagement du collecteur d'eau au niveau du lycée technique sur l'avenue de l'Indépendance. Aujourd'hui, nous avons déjà posé la première pierre du chantier. On est maintenant sur les têtes des îlots. Les têtes des îlots, ça permettrait aux
aux entrepreneurs de construire les 100 logements. Nous avons choisi au moins 10 entrepreneurs. Et chaque entreprise a 10 maisons à construire. Et donc, il faudrait qu'on les mette dans les îlots. Comme ça nous permet plus de construire les types de maisons qu'on a choisis pour eux. Et donc, c'est là où on va faire les 100 logements marocains. Les avancées de la première année de gouvernance du président Faustin-Archange Touadéra relèvent de la pose des fondements sur lesquels il compte bâtir la nouvelle Centrafrique. Beaucoup d'efforts et de travail sont à accomplir pour consolider le retour à l'ordre constitutionnel du pays. Les ministres, très lucides sur l'évolution de la situation du pays, attirent la vigilance de leurs compatriotes sur le cap à tenir, poursuivre les actions nécessaires à la sortie définitive de la crise. Il nous revient à nous de faire en sorte que nous arrivons à mobiliser davantage de fonds en faveur de différents projets chez nous. Nous avons les questions, je dirais, du respect du cadrage macroéconomique que nous avons avec le Fonds monétaire international, de façon à ce que tous les engagements pris de l'autre côté soient respectés. Aujourd'hui, c'est une urgence. Il faut focaliser les efforts sur Bambari. Et c'est l'appel que le chef d'État a lancé, d'ailleurs, qui a eu un bon écho auprès des partenaires. C'est un faisceau d'action qu'il faudrait faire à Bambari pour que Bambari soit complètement stabilisé et qu'il y ait un impact dans ses environs. Et nous passerons à... Voilà, parce que Bambari a été vraiment quand même très impacté suite à ces événements. L'essentiel pour nous, c'est quoi? C'est de faire en sorte que, n'étant pas un pays normal, n'ayant pas retrouvé encore ce que j'appellerais le bon chemin pour aller vers un développement harmonieux, il nous revient à nous, Centrafricains, d'être conscients qu'à travers ce décollage, bien, ce que nous avons amorcé, il revient à chaque Centrafricain de soutenir l'action du gouvernement. Il appartient à chaque Centrafricain d'être conscient de la nécessité de rester unis